d'avoir réussi à ne pas me laisser embarquer dans ce film qui me déplaisait, qui nous déplaisait plus précisément, puisque nous sommes deux devant la télévision. Sais-tu qu'il n'est pas toujours simple de réussir à décider ensemble d'interrompre un film? Il me faut interroger Roland, je suis celle qui propose des films, mais également qui ouvre la voie à un éventuel abandon, et il est parfois plus facile de le laisser faire et d'opter pour la passivité. Ce ne fut pas le cas hier, nous n'avons pas été piégés. Roland et moi avons quelques difficultés avec les films récents. Ils ne nous plaisent pas si souvent. J'ai étudié le catalogue Canal+, et j'en ai terminé avec les dernières sorties au cinéma. Je vais devoir puiser dans ma réserve de DVD des films anciens que j'ai acquis justement en vue de nos soirées cinéma. Nous essaierons aussi les séries dont nos jeunes en particulier, sont de fidèles spectateurs. Marc a installé Netflix sur notre téléviseur, il nous faut suivre notre temps, ne crois-tu pas? J'espère en découvrir certaines qui soient intéressantes et voici donc, mon ami, un bref aperçu de notre future pratique télévisuelle. Simon est rentré tard hier soir. Il voyait François, qu'il connaît depuis le collège. Il est l'un de ses seuls amis. Ils se sont rencontrés dans une manécanterie du 3e arrondissement. Marc a appelé Simon vers 23h30. Il dormait et n'a pu lui répondre. Simon nous dit que Marc hésite pour la campagne, contrairement à Delphine, qui serait, toujours d'après lui, bien plus enthousiaste. Marc et Delphine partent faire du ski dans un chalet qu'ils habiteront avec d'autres jeunes de la famille de Delphine. Note, Delphine, née en 1991, a deux frères, nés en 1989 et 1993. Elle est proche de ses nombreux cousins et cousines qui habitent la Normandie. Reprise. Pour la première fois, Marc va skier sans nous, et ailleurs qu'à Chamonix. Nous sommes, à dire vrai, également allés dans le Jura quand il était très jeune. Il a descendu là-bas ses premières pistes, mais depuis des années, Chamonix est notre unique destination. L'organisation ne sera pas cette fois-ci supervisée par papa et maman, nous verrons. Je suis assez curieuse. Il passera dans la semaine prendre ses affaires de ski. Je vais devoir les chercher. Roland se couchait hier après notre infructueux essai cinématographique. Je rangeais la maison, j'emplissais le lave-vaisselle. Tania, depuis qu'elle habite en banlieue, ne vient plus qu'une seule fois par semaine à la maison. Et je fais l'effort de ranger avant d'aller dormir. J'évite ainsi de passer la matinée du lendemain à la remise en ordre. J'ai pris l'habitude de rencontrer Diane au Bon Pêcheur. Elle est avenante, délicate et souriante. Elle ne pouvait pas venir ce matin. Elle corrige son mémoire de master. J'étais cependant tentée, lorsque je me couchais, par un petit rendez-vous du lendemain matin. Il était minuit passé, lorsque j'envoyai le SMS qui suit à Louise, Bory et Nino. Quelqu'un peut-il m'accompagner demain à 11h au Bon Pêcheur? Avec plaisir, m'a immédiatement répondu Louise. J'y serai à 11h avec Louise, ai-je tout aussi rapidement adressé au groupe des trois. Il est plus de 11h40, je viens d'arriver au Bon Pêcheur. Louise n'a pas de chance. Son ordinateur est tombé en panne, elle va rentrer chez elle. Je resterai avec Bory. Je suis vraiment contente, Gabrielle, d'avoir enfin réussi à créer un véritable atelier, un lieu analogue à une sorte de bureau de fonctionnaire de l'écriture. Je pensais depuis longtemps à ce type d'organisation permettant de se lever le matin pour aller travailler en un endroit où, au lieu de réaliser des tâches contraintes et peu intéressantes, comme il arrive souvent quand on est salarié, au lieu de cela, donc, on sort son ordinateur, son cahier ou son stylo et l'on se met à écrire. Et franchement, aller seul dans ce type de bureau m'apparaîtrait trop difficile. Quand on va au bureau, on y rencontre des collègues, c'est essentiel, et avec un peu de chance, léger et divertissant. J'avais pris l'habitude il y a quelques années d'écrire dans un atelier de peintre. J'y rencontrais des artistes, mais l'ambiance n'était pas chaleureuse comme celle que je connais aujourd'hui. Je n'y rencontrais pas d'amis en particulier. Je ne suis plus aussi courageuse, je ne pourrais plus agir ainsi.
Maintenant, Louise, Bory ou Diane me rencontrent par amitié. On se dit bonjour, on existe les unes pour les autres. On chemine dans la même direction. L'écriture est notre lien. Je poursuis mon ami mon récit d'hier. Après les échanges de SMS, je me déshabillais tout en lisant Elisabeth Gaskell. Je vieillis, comme tu sais, mon visage n'est pas prêt d'évoluer dans le bon sens. J'améliore modestement mon apparence dans la mesure de mes possibilités. Une fois couché, je regardais d'autres critiques sur Au nom de ma fille et je me suis endormie sans plus de lecture ce soir-là. Ce matin, Roland partait assez tôt. Je rangeais, je souriais à Simon, sans bavarder, il n'en avait pas envie. J'appelais maman. Elle avait regardé Les Aventuriers de l'Arche perdue de Spielberg et elle avait vu ma sœur aînée dans l'après-midi. Je ne lui ai bien sûr posé aucune question sur Thérèse. Je n'allais pas, n'est-ce pas, me montrer curieuse au sujet de ma sœur que je ne vois plus, ce serait pour le moins indélicat. J'ai conclu notre conversation avec quelques pages de Alice Munro, note, Alice Munro, écrivaine canadienne de langue anglaise, née en 1931, écrit principalement des nouvelles, parfois liées entre elles et centrées autour de personnages féminins. Elle reçoit en 2013 le prix Nobel de littérature pour être la souveraine de l'art de la nouvelle contemporaine, comme l'explique l'Académie suédoise. Reprise. J'ai conclu notre conversation avec quelques pages de Alice Munro. Nous avons échangé nos impressions de lectrice. J'adore ce genre de commentaires avec maman. Sais-tu qu'elle a des journées très remplies? Note. Claire Laurie est une catholique convaincue et pratiquante. Née en 1933, elle avait 84 ans en 2017. Reprise. Sais-tu qu'elle a des journées très remplies? Elle va cet après-midi à une réunion avec un pasteur, un intellectuel théologien, me dit-elle, qui organise des conférences chez lui en compagnie de son épouse. Puis, elle animera un groupe hebdomadaire de chants et de prières. Tu vois combien elle est active. Hier, elle prenait sa petite voiture. Elle allait de Tizy, note, Tizy, où Nine a passé son enfance, est située en banlieue sud, près de Juvisy-sur-Orge. Reprise, elle allait de Tizy jusqu'à Boulogne, où habite ma sœur aînée. À son retour, des bourrasques de neige balayaient les routes. Autre chose, mon ami. Il me faut avouer que je suis devenue une grande paresseuse. Je n'ai plus que Roland et Simon à nourrir à la maison, et j'ai l'impression de ne cesser d'être en cuisine, de toujours faire et refaire des assiettes de pâtes pour respecter l'équilibre alimentaire de notre gentil chien vieillissant, et de prévoir, sans jamais baisser la garde, de la viande à chacun des repas pour les uns et pour les autres. Je posais ce matin quelques côtes d'agneau sur le grill, je préparais du riz pour Roland et Simon, je répartissais les pâtes de Tifou dans différents sacs de congélation, quand arriva une livraison au shop. Surprise et contrariété furent au rendez-vous. J'avais bien remarqué quand je passais ma commande qu'elle m'apparaissait particulièrement peu onéreuse. J'en ai alors compris la raison. Chaque produit ne figurait qu'en un seul exemplaire, au lieu des quantités conséquentes que j'ai l'habitude de commander. J'ai dû téléphoner, on m'a répondu extrêmement gentiment, j'avais tout simplement omis de confirmer les multiplications des quantités. J'ai dû refaire une nouvelle commande. L'affaire était loin d'être essentielle, mais je suis une petite chose vite chagrinée. Et enfin, je ne t'ai pas raconté mes aventures d'hier avec Léna. Elle avait un entretien avec les responsables de son école qui allait se prononcer sur son admission en deuxième année d'art-thérapie. Note. Lena Distieva, l'amie roumaine de Nine, avait entrepris, tout en restant contractuelle à la SNCF, des études d'art-thérapie. Les cours avaient lieu le week-end et également pour partie en semaine. La SNCF avait donné son accord pour que Lena suive cette formation en vue d'une reconversion professionnelle. Reprise. Les responsables de son école qui allaient se prononcer sur son admission en deuxième année d'art-thérapie.
La panique l'envahit dès qu'elle doit affronter le moindre événement à caractère social. Elle est pourtant une élève parfaite. Elle est la première à rendre les devoirs rédigés à la maison. Elle était complètement affolée par la future rencontre avec les professeurs. Je lui ai parlé longtemps, je lui ai donné des conseils pour l'entretien. Nine, me demandait-elle, dis-moi, selon toi, est-ce que je devrais manifester mon mécontentement parce que vendredi, nous avons passé une journée à l'école pour rédiger les fiches de lecture? Ce travail, Gabriel, devait être réalisé à la maison. Alors que cette journée, en réalité, aurait dû être une journée de formation. Et moi, les fiches, je les avais déjà terminées, j'ai perdu mon temps. Surtout pas, lui ai-je répondu, abstiens-toi d'être celle qui critique, ils ont le pouvoir, ils décideront de ton avenir dans leur école. Léna craint par-dessus tout, Gabriel, de ne pas être admise en deuxième année. Sois discrète, c'est plus prudent. Je ne cesse de la conseiller, elle me fait part de ses interrogations les plus mineures qui prennent d'immanquables proportions tragiques. Mais je vais malgré tout les appeler, m'a-t-elle dit dans la journée, parce que tu comprends, il faut acter le fait, ils doivent savoir que j'étais prête, je vais le leur dire. D'accord, lui ai-je répondu, contrainte de l'approuver. Informe-les, mais sans les critiquer, avec le sourire, dis-leur que malgré tout tu as apprécié d'avoir des échanges sur le sujet. Ces demandes sont interminables. Je ne voulais pas recevoir ces nouveaux documents. Je n'avais aucune envie ni de les relire, ni de les corriger, ni d'écrire à sa place. J'avais déjà modifié ses CV d'origine lors de sa première candidature. Elle y précisait de pléthoriques détails sur ses nombreux emplois précédents. Je l'avais aidé à simplifier l'ensemble. Et crois-tu, Nine, que je devrais présenter un nouveau CV? Je ne sais pas quoi faire. Et que devrais-je dire? Et tel et tel sujet, est-ce que je dois l'aborder? Je lui ai répondu point par point. Je lui ai dit qu'elle n'était pas, selon moi, obligée de faire un nouveau document sur son passé professionnel. Et est-ce que je dois prendre une journée de congé mardi pour me préparer, pour ne pas être trop fatiguée? L'idée ne me paraissait pas excellente. Ne reste pas chez toi, lui ai-je dit. Tu vas tourner en rond dans ton studio et t'inquiéter sans cesse. Ah, si, en fait, m'a-t-elle annoncé un peu plus tard. Je vais prendre une journée de congé. Ce sera mieux. Fais comme tu veux. Mais ne te fais pas du mal. Ne ressasse pas les mêmes questions pendant des heures. Nous pratiquons les conversations différées sur répondeur, mais ce matin, elle m'a téléphoné directement. J'ai supposé qu'elle rencontrait un problème urgent. J'ai décroché. Eh bien non, Gabriel, je n'ai eu droit qu'à une litanie de plaintes que je connaissais déjà. Je fais n'importe quoi, m'a-t-elle dit. Pourquoi est-ce que j'étudie l'art-thérapie, qui me conduira au chômage? C'est bien connu. Je ne serai pas payée, c'est absolument terrible. Je ne supporte plus la SNCF. J'ai dû l'arrêter, gentiment, mais je l'ai cependant interrompu. Je comprends, Léna, lui ai-je dit, mais je suis pressée, là, juste maintenant. Raconte-le-moi, bien sûr, mais sur répondeur. J'étais gênée, mais elle allait réussir, si nous continuions ainsi, à finir par m'agacer considérablement. Nous avons raccroché, je lui ai envoyé un mail amical, lui rappelant que mon temps était compté, j'avais rendez-vous au bon pêcheur, j'espérais qu'elle n'était pas blessée. Sa réponse n'exprima pas de contrariété. Je fus rassurée. Elle est revenue ensuite sur le sujet de son CV. Elle l'avait refait. Elle m'a dit avoir travaillé toute la nuit. Elle me l'a envoyé. Il était probablement mieux adapté à son futur entretien. Léna travaille bien. Ses études la passionnent. Mais elle manque tant d'assurance qu'elle pourrait épuiser toute personne susceptible de l'aider. Après avoir supporté mon interruption téléphonique, elle m'a adressé ensuite des dizaines de messages vocaux pour développer des myriades d'inquiétudes que je connaissais déjà.
Le répondeur est cependant plus supportable. Je l'écoute en étant occupé. Je ne te précise pas tous ces détails pour me plaindre d'elle. J'essaie de l'aider et je ne le regrette pas. Un dernier détail, Gabriel. J'ai rempli mon sac, comme d'habitude ce matin, pour aller au Bon Pêcheur, et j'ai découvert dans le RER que j'avais oublié les 2 livres que je lis en ce moment, plus ou moins en parallèle, Elisabeth Gaskell et une biographie de Richard Burton, écrite par son frère. Note, Richard Burton, 1925-1984, est le 12e d'une fratrie de 13 enfants. Son plus jeune frère a publié sa biographie en 1988. Nous ne nous ressemblons pas, mon ami. Je suis incapable, ne serait-ce que pour quelques minutes, en métro par exemple, d'être privé de livres. Je me souviens que tu es venu sans livre lors de ta dernière visite à Paris. Je suis arrivé au Bon Pêcheur, j'ai déposé ma trottinette et suis allé emprunter 2 livres au Père Tranquille. Note, le Bon Pêcheur et le Père Tranquille sont 2 cafés voisins en bordure du Forum des Halles. Reprise. Aller emprunter 2 livres au Père Tranquille. Des livres y sont gracieusement mis à disposition. Et me voilà au Bon Pêcheur, rasséréné, j'ai des réserves de lecture pour le retour. J'espère bricoler sans trop de difficultés. Je t'embrasse. Vendredi 10 mars, 17h15, Bon Pêcheur. 4 jours plus tard. Bonjour mon ami. Je suis au Bon Pêcheur. Comme tu vois, j'y passe ma vie. Je m'apprête à faire le point avec toi. Ce n'est pas facile. Une seule autre personne est présente dans la salle du café et je ne peux pas parler trop fort. Mon expression n'est pas naturelle, mais il me faut bien de temps en temps laisser des traces sur le papier. Je ne vais pas très bien. Je mène une vie privilégiée. Je ne peux pas me plaindre. Et pourtant, mon moral décline. Le temps passe, les jours se suivent, ils se ressemblent, et mes doutes reviennent. Pourquoi? Toute cette activité, chaque jour, du matin au soir, sans jamais m'arrêter, je te raconterai. Mais parlons d'abord de toi. Tu m'as envoyé des nouvelles par SMS, tu ne cesses de courir, tu accompagnes tes enfants au lycée, ta fille prépare le BAFA, tu la conduis à ses cours, ton fils repasse le code, tu prends encore la voiture. J'espère que tu pourras participer lundi soir au groupe de parole de la porte de Versailles. Rappel, Gabriel habite à Méry-sur-Oise, dans le Val d'Oise. Tu as réussi avec peine à t'y inscrire, ce serait magnifique s'il pouvait t'aider. À mon tour maintenant. Je suis restée ici hier, en partie avec Bory. J'ai réfléchi à ma lettre pour Actes Sud. Note, Nine, qui auto-éditait depuis 2005 en moyenne un livre par an, ne les avait que rarement et sans succès proposés à des maisons à compte d'éditeurs. Elle tentait de nouveau l'expérience en 2017. Elle envoyait aux éditions Actes Sud 2010, La course de Nine, auto-édité un an plus tôt chez Bookedit. Reprise. J'ai réfléchi à ma lettre pour Actes Sud. C'est déprimant et difficile à rédiger. Pete a lu la première version. Je comptais sur son regard rapide et pratique, que je suppose assez commercial au fond. Il a approuvé mon texte. Je l'ai aussi envoyé à Fanny, mon amie actrice. Elle m'avait appelé quelques jours plus tôt, elle était désemparée. Elle aime son compagnon, mais elle avait l'impression d'éprouver un début de sentiment amoureux pour un comédien avec qui elle travaille. Elle s'apprêtait à le rencontrer et elle était perdue. Va le voir, lui ai-je dit, comme vous l'avez prévu, et ton émotion se dissipera peut-être aussi simplement qu'elle est apparue. Ainsi fit-elle, et le joli ballon s'est effectivement gentiment dégonflé. J'ai alors pensé qu'elle pourrait elle aussi me donner son avis. Elle a lu ma lettre, elle m'a conseillé quelques allègements, puis j'ai songé à Roland, dont l'opinion extérieure et posée me serait également précieuse. J'ai passé de longs moments sur mon texte pour le modifier avant d'oser le lui envoyer. Est-ce que tu imagines, Gabriel, le temps que j'ai consacré à cette encombrante lettre qui demeurera, au bout du compte, sans réponse? Actes Sud informe en effet les auteurs,
qu'un silence de 3 mois de leur part signifie qu'ils refusent le manuscrit. Et crois-tu que la tristesse aurait risqué de manquer une si belle occasion? Elle s'est précipitée, elle s'engouffre, elle prospère et s'épanouit. Le rouleau compresseur s'est mis en marche, sans problème. Il progresse, il saccage. Bory était là ce matin. Elle est rentrée chez elle. Je suis seule ici, depuis des heures maintenant. Tu me demandes des nouvelles de l'atelier d'hier. Les habitués étaient présents, parmi eux Jean Tousselier m'a annoncé qu'il ne viendrait plus. Note: Jean Tousselier, né en 1958, polytechnicien et chef d'entreprise, participait régulièrement aux ateliers de Nîmes. L'écriture n'est pas essentielle pour lui, du moins s'il ne réussit pas à acquérir une petite notoriété dans le domaine. Il a espéré y parvenir, je l'ai encouragé à écrire. Il n'a pas manqué depuis 4 ans un seul de mes ateliers. Mais il s'est lassé, ses écrits demeurent confidentiels, et il abandonne. Il achèvera ses quelques textes en cours, m'a-t-il dit, il me les enverra, et puis nos chemins se sépareront. Ainsi prendra fin, mon ami, un compagnonnage de 4 années en écriture. Ainsi va la vie. Pierre Bergas était là. Note: Pierre Bergas, d'environ 60 ans, avait connu Nîmes par l'intermédiaire de Gabriel, dont il était un cousin éloigné. Il venait épisodiquement aux ateliers de Nîmes. Reprise. Pierre Bergas était là, toujours aussi solitaire et déterminé dans sa démarche d'écriture et la quête de ses origines. Ce matin, Pete et moi avons parlé de ses textes que je continue à corriger. C'était sympathique, mais je me sens perdue. Son livre ne sera pas lu et je m'interroge. Quel est le sens, franchement, de mon travail sur ces textes? J'ai enfin terminé ma lettre pour Actes Sud. Et j'ai ensuite réfléchi au prochain chapitre de mon livre en cours de bricolage. Note: on rappelle que Nîmes travaillait en 2017 au roman intitulé 2012 Vacances bretonnes. Tu as lu le début, où je présente Virginie, l'une de mes amies, professeure de français, qui vit en Normandie dans une maison-jardin. Elle y habitait seule à l'époque, après le départ soudain et cruel de sa compagne. Elle entretenait avec moi une riche relation épistolaire et elle m'envoyait tous les 6 mois son dernier roman auto-édité. Tu dois te demander où j'emmène le lecteur. J'ai éprouvé de mon côté le besoin de préciser la suite. J'ai maintenant en tête la conclusion de ce passage. J'anticipe aussi le contenu des 2 chapitres ultérieurs. Je distingue quelles seront les grandes lignes du livre, les différents éléments que je sauverai en fait de la disparition. J'y vois plus clair, Gabriel, sur l'avenir de mon livre, mais je n'y crois plus. Le sentiment du vide remporte une belle victoire. Il m'oppresse, il m'enferme, et continuer ma route, un pas après l'autre, devient difficile, si tu savais. Me voici donc, Gabriel, en cet état, ce soir, vendredi, à bientôt 18 heures. Je vais animer les Noctusiennes tout à l'heure, au café Racine de la place de l'Odéon. Je devrais paraître en forme et souriante. Je n'ai pas le choix. Et pourtant, Gabriel, j'ai vécu de bons moments hier, jeudi, après ma longue séance au Bon Pêcheur. J'en suis sortie à 17h45. J'y étais restée toute la journée en compagnie de mon ordinateur. Je ne pouvais pas rentrer à la maison. Je devais attendre 19 heures pour mon atelier d'écriture au Pizza Hut du Châtelet. Alors j'ai marché dans le vaste jardin Nelson Mandela du Forum des Halles et sur le parvis du Centre Pompidou. Je regardais ces grands espaces et le ciel au-dessus de l'église Saint-Eustache et du bâtiment de Beaubourg. J'écoutais un MP3 de Vivaldi en même temps. J'ai adoré. C'était magnifique. Je reviens à ma lettre pour Actes Sud. Je l'enverrai lundi. Mais je dois encore trouver un nouveau titre pour ce roman. Je ne peux pas utiliser celui que j'ai retenu sur Internet. Note: Nin supposait que les éditions Actes Sud porteraient sur elle un jugement a priori défavorable si son passé d'auteur auto-édité leur était connu.
Elle modifiait en conséquence le titre de son livre. Elle utilisait également un autre pseudonyme. Reprise. J'y réfléchirai ce week-end. 18h07. Je n'ai plus aucun courage pour bricoler. Je suis ici depuis ce matin, je vais sortir. Le labeur sur mes textes ne me déplaît pas en général, mais ici et maintenant, je n'en suis plus capable. Je pourrais aussi corriger les textes de Pete, ce que j'apprécie aussi habituellement, mais j'arrête. Ce n'est plus possible. Je suis d'accord avec toi, Gabriel. Pete a tort de rêver autant. Il se fourvoie avec ses illusions de fortune littéraire, mais on le découvre généreux et attachant quand on apprend à le connaître. Les nuages ont disparu, le soleil brille maintenant. Je vais marcher dans la lumière du soir. Je ne sais pas comment je vais occuper mon temps avant de gagner la place de l'Odéon. Le week-end approche. Je serai avec Roland. Je m'entends bien avec lui. Tu le perçois quand tu me lis. Tu ne m'as pas connu quelques années plus tôt. Le progrès est net. Je n'étais pas très à l'aise en tête à tête. Je me sens plus paisible maintenant. Comment vas-tu, mon ami? Ton dernier récit m'a impressionné. Tu as donné ton cours d'anglais lundi soir, note. Gabrielle, qui travaillait au CNED comme correctrice de devoirs d'anglais, donnait également des cours d'anglais organisés par la mairie de sa ville. Reprise. Tu as donné ton cours d'anglais lundi soir et tes douleurs ont disparu. Ton corps t'envoie des messages incroyablement clairs. Éloigne-toi de temps en temps de ta maison, te dit-il. C'est assez fascinant. Je t'embrasse, mon ami. Samedi 11 mars, 9h du matin. Le précédent mail, adressé à Gabriel, date de la veille au soir. Bonjour Pete. Ce petit mot pour le salut du matin et aussi pour te dire que j'ai lu ton dernier mail. Je te comprends. Tu me parles de l'écriture nécessaire à ton équilibre et de tes incessants problèmes matériels chaque jour renouvelés. Ta fille te rejoint le week-end dans ta petite cabane de berger. Note. Marie Giordano, 13 ans, qui avait subi de la part de sa mère une forme de maltraitance psychologique et même parfois physique, poursuivait désormais sa scolarité dans un internat près de Saint-Étienne de Lugdarès, où vivait son père. Tu me dis l'importance de sa présence à tes côtés. Mais je t'écris surtout, mon ami, pour te parler de mes corrections de Large beau jour. Note. Large beau jour est le premier volume du cycle de Pete Giordano ayant pour thème ses souvenirs d'étudiant en médecine. Je t'avais annoncé, lorsque j'avais entrepris cette relecture, que je n'étais pas sûre de la terminer. D'un jour à l'autre, je pouvais l'abandonner. Mais n'imagine pas, Pete, que j'en sois arrivée là. Tu ne reçois que peu de pages corrigées en ce moment, note, ni n'envoyer régulièrement à Pete ses textes amendés par ses soins. Reprise. Tu ne reçois que peu de pages corrigées en ce moment. J'ai seulement ralenti le rythme en raison de ma lettre pour Actes Sud. Je te l'envoie sous sa nouvelle forme, non pas pour t'ennuyer et te demander cette fois encore ton avis, mais pour que tu vois quelle fut ces derniers jours mon activité de révision de texte. J'imagine que les deux versions te sembleront proches. Je ne suis pas rapide, vois-tu, aussi lente en réalité que si je travaillais de la dentelle. Alors que ma tentative n'aboutira au final qu'un inéluctable silence radio. Passer du temps en vue d'un échec programmé ne me réjouit pas. Mais que veux-tu? J'ai entamé cette démarche qui n'a pas grand sens, mais je préfère encore la mener à son terme plutôt que de la laisser inaboutie, mais sans joie et sans espoir. J'ai commencé cette lettre ce matin pour que tu saches que je n'ai pas oublié tes textes, et maintenant, pourquoi ne pas te raconter brièvement l'ambiance de mes jours ces derniers temps? Une atmosphère assez grise à dire vrai. Je viens de terminer le retravail de février 2012, vacances à Chamonix. Je le recevrai bientôt sous forme papier, imprimé par Bookedit. Je te l'enverrai, tu me diras ton avis, j'en serai heureuse, mais ce livre, au fond, ne m'inquiète pas vraiment. J'ignore quelle sera ton opinion, j'ignore quelle sera celle des autres, mais pour ma part, je l'ai terminé. Il existe. Et je l'estime, ce livre-là, avec ses caractéristiques qui seront
des qualités pour certains, des défauts pour d'autres. Ces futurs jugements m'importent assez peu au fond. J'ai le sentiment que ce livre a sa place au sein de l'immense famille des livres existant sur cette terre. Je me sens paisible. Mais concernant le suivant, que je bricole en ce moment, l'incertitude me paralyse. Mérite-t-il celui-ci d'être sauvé? Ne te sens pas obligé de te prononcer sur ces peu réjouissantes questions. Que pourrais-tu me répondre? Je me laisse aller. On commence une lettre pour un motif précis, et puis on la poursuit. On s'engage sur des chemins qui nous mènent ailleurs. Que te dire d'autre, mon ami? J'étais au Bon Pêcheur hier. J'ai croisé Bori Tran le matin. Elle est d'origine cambodgienne. Tu as dû la lire dans Textes en couleur. Je suis restée seule ensuite avec mes questions qui n'ont à aucun moment fait mine de baisser la garde. Et puis, j'ai aimé marcher dans Paris, depuis la place du Châtelet jusqu'à Saint-Germain-des-Prés. Je suis entrée dans l'église Saint-Sulpice. J'ai photographié les tableaux de Delacroix récemment restaurés. François Clido, qui participe à mon atelier, les avait évoqués dans son dernier poème. Je t'enverrai le numéro de janvier de Textes en couleur. Il présente des extraits d'un de ses recueils. J'évoque différents auteurs dans mes lettres, Pete, tels que Bory ou François. Tu les liras si tu en as envie. Tu pourras te faire une idée sur leurs écrits. Je suis entrée dans cette grande église aux immenses murs sombres. Il mériterait d'être restauré, éclairci en l'occurrence. La nef est monumentale, elle m'a impressionnée. Je n'apprécie pas trop l'ambiance de cette église, un lieu de foi qui me semble austère, vide, noir et enfermé. Et ne voilà-t-il pas que je me suis alors trouvée piégée à l'intérieur? La porte d'entrée était fermée, les heures des visites dépassées, j'ai cherché une issue, j'ai éprouvé une sensation étonnante, pas vraiment inquiétante, mais surprenante à tout le moins. J'ai fini par découvrir une petite chapelle où une messe était célébrée. Elle donnait sur la rue Garancière, où j'ai enfin réussi à sortir. J'avais un peu faim, je suis allée prendre une petite salade au café du métro à côté de la station Saint-Sulpice. Ce café existe depuis 1920. J'ai emprunté leur carte qui présentait un texte sur l'histoire du café. Je ne pouvais pas le lire, l'éclairage était insuffisant, mais j'ai vu les photos du café à l'époque de son ouverture. Je lirai le texte plus tard. J'ai ensuite gagné le café Racine pour les noctusiennes. La salle était remplie, les lectures ont été nombreuses, la soirée s'est terminée tard. Les textes étaient magnifiques. Roland dormait quand je suis rentrée, et je me lève ce matin avec les mêmes interrogations. Pourquoi devrais-je poursuivre le retravail de mes textes? Excuse-moi, Pete. Tu as eu droit ce matin à mes questions et à mes doutes. Ce n'était pas prévu. Je voulais seulement t'informer que je poursuivais la correction de tes textes. Et cette page de mon journal se retrouve maintenant dans ta boîte mail. Je ne serai pas rapide. Tu auras peut-être écrit 4 livres de ton cycle sur ta jeunesse étudiante quand je terminerai le premier volume. L'avenir le dira. Belle journée, mon ami. Post-scriptum. Tiphaine Gérano, que tu connais, note. Tiphaine Gérano avait accepté, lorsque Nine avait inauguré en 2015 la première noctusienne, de co-animer avec elle cette soirée-ci, ainsi que celle qui suivrait. Reprise. Tiphaine Gérano, que tu connais, vient de m'envoyer par mail le dernier volume de Un bel avenir, la trilogie romancée de sa propre vie. La lecture de ce livre devrait être plus rapide que la correction de tes textes. Je pense pouvoir lire son roman sans pour autant trop ralentir le travail sur le tien. Je suis l'une de ses premières lectrices. Je voudrais lui répondre assez vite. Toutes ces personnes dont je te parle, Pete, figurent dans Textes en couleur que je t'envoie à coup sûr. Tu recevras aussi Ballade perdue de Lena Distrieva, qui est une amie proche. Tu liras ces différents auteurs, s'ils ne t'ennuient pas bien sûr. Je profite du colis postal pour y glisser également De peine et d'attente, le livre de Bory.
Note. De peine et d'attente est un recueil de nouvelles auto-édité en 2016 par Boris Tran à partir de textes écrits dans l'atelier de Nîmes. Il regroupe des textes de fiction ainsi que des anecdotes autobiographiques dont certaines sont issues de l'enfance cambodgienne de l'auteur. Je t'envoie les timbres et les enveloppes pour le retour, et le sourire de l'amitié aussi dans le même paquet. Je ne saurais l'oublier. Tu n'en doutes pas, j'espère. Dimanche 12 mars, 9h15. Une journée est passée depuis le mail précédent adressé à Pete. Bonjour Roland. Comme chaque dimanche, mon réveil a sonné à 8h ce matin. J'ai parfois le sentiment qu'il est trop tôt pour me lever. D'autres fois, j'ai envie de gagner du temps et de disposer de journées plus longues. J'hésite. Je suis inquiète en ce moment et je reprends une communication décalée avec toi. Nous avons connu ensemble différentes périodes avec diverses méthodes pour que notre lien demeure assez fort à mon goût. Tu as eu droit à mes lettres orales que je déposais sur ton répondeur. Notre équilibre est autre en ce moment. Nous parlons peu en semaine, davantage le week-end. Je profite de nos sorties au restaurant pour te raconter en détail ma semaine passée. Ce rythme me convient. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu saches que hier, samedi, fut une journée un peu difficile. J'ai passé des heures à chercher un titre qui pourrait convenir à Actes Sud. Je ne retiendrai pas leur attention. Ils n'entreprendront pas de recherche à mon sujet. Mais je me suis fixé cet objectif d'imaginer un nouveau titre, et je suis restée piégée, immobilisée, tant que je n'avais pas trouvé de solution. Je crois enfin entrevoir une issue. Je pense l'appeler De belles apparences. Je vais t'expliquer ma démarche, comment j'ai réussi avec peine à trouver cette idée de titre. J'ai relu Les Heureux du monde, l'un de mes chapitres situé au milieu du roman. J'aurais adoré ce titre, mais il est aussi celui, excuse-moi du peu, d'un célèbre roman d'Edith Wharton. Note, Edith Wharton, 1862-1937, romancière, nouvelliste, poétesse et essayiste américaine, fut la première femme à obtenir le prix Pulitzer du roman. Chez Les Heureux du monde, 1905, est l'un de ses romans majeurs. Reprise. J'y évoque le yacht club de Kerbillan. Les estivants qui le fréquentent sont de discrets bourgeois, dont l'allure est séduisante et le mode de vie vraisemblablement tout à fait traditionnel. Je conclus ainsi le chapitre. Nin ne perçait pas le sombre secret de ces belles apparences. Ici figure l'expression belles apparences qui me semble assez significative. J'ai aussi pensé au titre de belles apparences souriantes et brillantes, mais je le crois un peu trop fleuri, à la limite de la redondance. Je retiendrai de belles apparences, mais au niveau du chapitre, que je vais en conséquence modifier, je garderai le titre long, sous la forme de belles apparences souriantes et brillantes. Le lecteur situera ainsi plus facilement où est la référence dans le corps du texte. Je t'avais parlé aussi il y a quelques jours du titre Voiles et lumières sur les vagues. Celui-ci me semble franchement trop poétique et un rien sophistiqué également. De belles apparences m'apparaît plus percutant. Il peut aussi, sous certains angles, être interprété de différentes façons. J'espère être enfin sortie de cette encombrante idée fixe. Je dois, encore une fois, relire le livre dans son ensemble pour d'éventuelles dernières corrections. Je pense par exemple au passage où tu lis mes romans déjà publiés. Cette allusion pourrait pousser le comité de lecture à s'interroger sur mon passé d'auteur auto-édité. Je suis contente de t'avoir écrit. Nos conversations existent, bien sûr, au restaurant, mais elles peuvent parfois m'apparaître un peu insuffisantes. J'essaie de ne pas te gêner à la maison par trop de bavardage. Je pourrais facilement devenir intrusive. Tu es en droit dans la journée de nourrir tes propres pensées qui vont, qui viennent à leur guise et comme tu l'entends. Mais j'avais besoin ce matin
d'être plus près de toi, que tu connaisses en fait le petit bout de chemin que je viens de parcourir toute seule de mon côté depuis hier, habitée par ces insinuantes et insistantes préoccupations. Alors, la lettre est revenue à l'ordre du jour. Elle sera peut-être la seule, mais même en ce cas d'une seule et unique lettre, tu ne manqueras pas de noter, mon cher Roland, et avec le sourire je l'espère, que j'ai renoué avec nos fondamentaux d'origine. Note. Nine faisait ici allusion aux mois qui précédèrent leur mariage le 6 janvier 1990 et dont la perspective angoissait Roland. Ils travaillaient dans la même entreprise, Nine lui écrivait chaque soir de longues lettres où elle tentait de combattre son anxiété. Elle les déposait le matin sur son bureau. Reprise. Il me reste à préparer le tirage papier pour Actes Sud. J'aurais ainsi lancé ma bouteille à la mer, qui ne sera pas ouverte. Mais est-ce donc si important? Je devrais me montrer vigilante, être attentive à ne pas me laisser envahir par l'obsession d'être reconnue. Ce serait stupide. Je sais pourtant de façon absolument certaine que l'essentiel est ailleurs. Je t'embrasse. Lundi 13 mars, 11h30 à la maison. Une journée est passée depuis le dernier mail adressé à Roland. Bonjour Gabriel. Je te parle, mon ami, avec mon logiciel de la voix. J'essaye de m'exprimer lentement pour que les phrases restituées ne subissent pas d'imprévisibles transformations. Je ne sais pas si tu préféreras m'écouter avec ce rythme peu naturel ou bien lire le texte produit par la machine. Je le relis, j'en corrige les principales erreurs, parfois incroyablement saugrenues, afin qu'il demeure compréhensible. Tu me diras ton choix, pour l'oral ou pour l'écrit. Ma dernière lettre date de vendredi. Je m'apprêtais à gagner les Noctusiennes. Je t'avais dit que la journée avait été un peu compliquée. J'avais rencontré Bory, elle n'était pas restée longtemps au Bon Pêcheur. J'avais travaillé à la lettre pour Actes Sud. Tu m'amuses quand tu me dis alors tu l'envoies cette lettre? Tu dois penser que j'avance à la vitesse d'une tortue Kakoshim en fin de vie, alors que tu es la plus rapide des femmes, tout domaine confondu, que j'ai jamais rencontré. Nous étions nombreux vendredi au premier étage du café Racine. Chaque lecture dure 4 minutes et je rentrais tard à la maison. Roland dormait déjà. J'ai discuté en fin de soirée avec une danseuse prénommée Scylla. Je l'avais déjà aperçue auparavant à l'occasion d'autres noctusiennes. J'aimais bien ses interventions quand elle disait ses textes et également quand elle écoutait ceux des autres. J'ai téléchargé ce week-end ces 4 livres auto-édités chez Écrit-Libre. Je les ai parcourus et je viens de lui envoyer une lettre orale. Je ne sais pas si nous cheminerons quelque temps ensemble sur cette terre, mais je suis impressionnée par son audace et sa détermination. Elle vient de Slovénie, elle a environ 40 ans, elle était une toute jeune fille lorsqu'elle est arrivée en France, avec le désir de devenir danseuse professionnelle. Elle n'a pas éprouvé le besoin impératif de mener une vie de couple, pour n'être point seule par exemple, ou par nécessité d'être aimée. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, elle ne semble pas souffrir de sa solitude. Ses écrits, du moins, n'expriment pas ce genre de douleur. Elle n'a pas construit, comme toi ou comme moi, une maison affective pour y demeurer. Elle a bâti une maison de danse. Elle ne s'est pas entourée de murs d'amour familial qui peuvent donner l'impression d'être enfermée, emprisonnée même parfois. Elle a publié 4 volumes de son journal où la danse est omniprésente. J'aime la forme du journal intime. Je lui ai dit ce matin dans ma lettre orale la richesse de ses écrits. Il révèle les grands choix de son existence et sa façon de sentir la danse à tout instant, chaque jour qui lui est donné de vivre. Il souligne sa cohérence fondamentale et la joie qui la traverse. Cette femme respire grâce au mouvement de son corps.
T'ai-je dit que Léna était venue aux Noctusiennes? Elle m'avait auparavant inondé de messages vocaux. Elle avait passé la journée de vendredi dans son école pour assister à des séances supplémentaires de formation. Elle avait discuté avec des étudiants qui passaient sans problème en deuxième année. Ils bénéficiaient de passe-droit, m'a-t-elle dit. Je comprenais sa colère. Son entretien de mercredi ne s'était pas bien passé. Une folle de prof, tels étaient ses propos, l'avait mise en pièces. La petite amie ou l'épouse, son statut n'est pas clair aux yeux de Léna, du directeur, assistait à l'entrevue. Léna m'assure qu'elle accordera à coup sûr sa confiance au professeur plutôt qu'à elle, une simple élève de première année parmi tant d'autres. Peux-tu imaginer son angoisse? La conjonction explosive de ces deux contrariétés, son entretien tout d'abord et la journée de formation ensuite, a provoqué un déferlement de messages dans ma boîte vocale. Mais elle est malgré tout adorable. Elle est venue aux Noctusiennes, elle a beaucoup apprécié. Le public était souriant et détendu. Elle a pu ainsi s'affranchir un moment de ses angoisses incessantes. J'ai lu le début de son récit d'enfance en Roumanie. Le public s'est montré enthousiaste. Certains voulaient même lire son livre. J'en suis contente. Ballade perdue est un beau roman. Quelques mots, mon ami, sur le week-end. Samedi matin, Roland a travaillé sur le mémoire de Simon. Ils en ont discuté ensemble. Puis Roland et moi sommes allés au restaurant, nous avons bien parlé, puis ce furent les échecs, notre aventure intellectuelle d'une certaine façon, qui me convient vraiment tout autant que le plaisir de la conversation. J'en viens maintenant, Gabriel, aux événements de l'après-midi, qui t'amuseront, je le suppose, car figure-toi que j'ai repris ma réflexion concernant Actes Sud. J'ai été habitée par une véritable obsession. Roland devait s'interroger. J'étais emprisonnée dans mes pensées. Je cherchais un nouveau titre pour mon roman. Je ne trouvais pas. J'ai exploré intérieurement et pendant des heures différentes pistes qui ne menaient à rien. Je me perdais. Je ne parlais pas. Je ne bougeais pas. Roland voyait que j'étais ailleurs et j'ai enfin réussi, aux alentours de 18 heures, à briser cet enfermement. J'ai proposé à Roland de regarder une partie d'un Hitchcock présente. C'était bien. Puis, nous sommes passés à Enfer de Claude Chabrol. Note: Enfer est un film français réalisé par Claude Chabrol, sorti en 1994 et interprété par François Cluzet et Emmanuel Béard. Il met en scène un propriétaire d'auberge victime d'une maladive jalousie conjugale. Reprise. Je l'avais enregistré lors de l'une de ses récentes diffusions. Les critiques n'étaient pas excellentes, je l'ai cependant trouvé intéressant. Tu dois connaître ce film qui est souvent passé à la télévision. Je t'épargnerai le récit détaillé de mon opinion personnelle, je ne vais pas t'ennuyer, en jouant à l'experte critique cinématographique, mais, quoi qu'il en soit, fort heureusement, et en dépit des avis mentionnés sur Allociné, Roland et moi avons apprécié l'ambiance angoissante qui pesait sur le couple des époux, alors que l'hôtel, où se jouait le drame, en bordure d'un lac superbe, dégageait une douce et plaisante atmosphère de vacances. L'organisation du dimanche s'annonçait analogue à celle de la veille. Mon réveil a sonné à 8 heures, et, ne voilà-t-il pas, qu'à peine sorti du lit, je renouais avec la même encombrante obsession, je pensais au titre de mon livre, et soudain, bonheur et soulagement, celui-ci m'est enfin apparu. Enfin, j'en trouvais un qui me plaisait. Mais j'avais malgré tout pendant une bonne heure encore piétiné sur des chemins dont j'ignorais l'issue. J'avais réussi par chance à sortir de l'ornière. Imagine un peu que j'y sois restée enfermée pour je ne sais combien de temps. Mis à part cette mésaventure matinale, la journée fut conforme aux prévisions. Roland a travaillé avec Simon, nous sommes allés au restaurant pour nous alimenter, dans l'esprit de Roland, pour communiquer et jouer aux échecs de mon point de vue. Jouer aux échecs revient à broder sur le temps. J'aime cette expression.
On passe le temps ensemble, portés, pendant la durée de la partie, par un intérêt, une passion même commune. Nous anticipons le coup de l'autre, nous réfléchissons, nous attendons, impatients et attentifs, actifs et concentrés. Nos préoccupations habituelles s'estompent. Roland imprimera aujourd'hui ma lettre et mon roman. Je les enverrai demain à Actes Sud. Je resterai sans réponse, mais je n'ai pu éviter d'aller au terme de ce projet, minuscule, irréaliste et envahissant, avec peine et extrêmement lentement, je ne sais pas faire autrement. J'étais enfin libérée hier matin de mon obsession, j'ai pu alors me pencher l'après-midi sur les textes de Scylla. Que te dire d'autre, mon ami? Un match était prévu à 21 heures avec le PSG. Avant le début de cet incontournable événement, Roland et moi avons regardé quelques minutes de Hitchcock présente et également une bonne heure de Au cœur de l'océan. Je pensais que ce film était une adaptation de Moby Dick. Note. Au cœur de l'océan est un film américain, réalisé par Ron Howard, sorti en 2015. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du livre éponyme de Nathaniel Philbrick, publié en 2002, qui narrait le naufrage du baleinier Essex en 1820. Histoire qui inspira Herman Melville pour son célèbre roman Moby Dick. Reprise. Je pensais que ce film était une adaptation de Moby Dick. Je suis toujours attirée par les films maritimes. Celui-ci était récent, j'étais curieuse. Nous allions essayer de nous tenir au courant des dernières évolutions en matière de cinéma d'aventure. Je n'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé l'image sordide, mortifère, kitsch et artificielle. La mer était angoissante, les couleurs criardes et les procédés numériques créaient un océan glaçant, les effets produits par des maquettes de bateaux naviguant sur des vagues déchaînées étaient ratés et ennuyeux. J'abondais dans le sens des critiques négatives mentionnées sur Allociné. J'avais cru à tort que le film était inspiré de Moby Dick alors qu'il adaptait un autre roman. Celui-ci avait-il les mêmes qualités que l'immense chef-d'œuvre? Impossible de le savoir. J'avais espéré être séduite par une belle poésie maritime, et je me suis trouvée piégée dans un triste univers numérique. Roland et moi avons maintenant exploré tout le catalogue des films récents sur Canal+. Nous tenterons désormais l'aventure du côté des classiques. Simon a ensuite regardé le match avec Roland, je me suis couchée, et j'ai commencé le 3e volume de Un bel avenir, le dernier livre de Tiphaine Gerano. Il a des qualités et des défauts également à mon avis du moins. Tiphaine est courageuse, elle sait écrire et organiser un livre, son roman est le fruit d'efforts et de persévérance indiscutables, il est structuré et ambitieux. Le lecteur suit une vaste famille sur plusieurs générations entre Paris et Cabourg, où une maison estivale constitue un lieu de rassemblement pendant les vacances. Mais le livre manque de cœur et de profondeur. Sa sensibilité, quand elle s'exprime, est liée à d'exceptionnels succès en séries, universitaires, professionnels ou sociaux. Je ne m'y intéresse qu'avec peine. J'entretiens des liens étroits avec Pete. Il a commencé le 3e opus, inspiré de sa vie d'étudiant. Les 2 premiers chapitres me sont déjà parvenus. Je les lui ai commentés par lettre orale. Il vient juste de m'adresser un courrier vocal d'une demi-heure. Il me faudra trouver le temps de l'écouter et je recevrai bientôt son 3e chapitre. Que te dire de plus? J'essaie de lisser ou d'amender son premier volume. C'est un long travail. Je n'y suis pas obligée. Nous n'avons aucune chance de gagner la moindre notoriété. Je ne peux donc y passer trop de temps. Mais je trouve le résultat intéressant et je continuerai. Le manque de temps m'inquiète cependant. Je ne sortirai pas dans la journée, seulement ce soir, pour mon cours de scénario. J'avais complètement oublié samedi matin que nous avions convenu d'un rendez-vous avec le groupe. Une amie, scénariste de notre formatrice, titulaire d'un prix de court-métrage, devait nous expliquer sa façon de travailler. Mon omission doit signifier que je ne pouvais vraiment pas y aller. Parcourir l'ensemble de la ligne 9, d'est en ouest, un jour qui plus est où Roland et Simon étaient à la maison. Une dernière préoccupation m'ennuie, Gabriel, dont je vais devoir me libérer.
Jane, une femme mince, âgée, perpétuellement sautillante, que j'ai connue aux Noctusiennes, m'entraîne vendredi prochain dans une soirée de scène ouverte. Je n'ai pas su refuser, tant elle s'est montrée souriante, généreuse et convaincue de ma propre adhésion. Elle n'écoute que rarement les réponses de ses interlocuteurs. Elle est trop habitée par son joyeux et débordant monde intérieur. La réunion est annuelle. Elle rassemble un public de plus de 100 personnes. J'ai, de mon côté, interprété le sens tacite de son enthousiaste proposition. Nine, me disait-elle en sous-texte, viens donc dire tes textes pendant 3 minutes. Tel est le temps de parole, Gabriel, accordé à la quinzaine de chanceux désignés pour monter sur scène. Et profite, mon ami, de cette exceptionnelle visibilité pour toi et tes écrits. Je ne crois absolument pas à ce genre de démarche. Mes textes ne gagneront aucun public. Lire un court extrait devant 100 personnes qui elles-mêmes gravitent dans différents cercles littéraires et qui désirent avant tout elles-mêmes être remarquées sera totalement inutile. Ce n'est pas ma voie. Je dois me dégager de ce déplaisant malentendu et trouver une excuse. Je vais appeler maman. Elle est douée pour imaginer des prétextes permettant de décliner poliment une invitation. Mais Jeanne n'est pas joignable, et elle veut me garder une place, imagine. Je n'ai aucune envie de me disperser. Jeanne m'a déjà embarquée dans des séances d'improvisation théâtrale qu'elle organise depuis peu, au Café Racine, et je n'ai, de même, pas réussi à refuser. Elle se montre incroyablement affectueuse, proche et pleine d'empathie. Elle énonce ses propositions avec une fulgurante rapidité. Je ne peux cependant pas suivre tous les chemins qui se présentent à moi, et certainement pas celui de cette exubérance permanente. Je n'ai aucune envie de me retrouver vendredi prochain entre Ivry-sur-Seine et Charenton-le-Pont. Je ne connais pas l'endroit exact. J'ai demandé à Gênes de garder des places pour Louise, Camille et Diane. Mais elle ne consulte pas son portable. Elle l'enterre au fond de son jardin et l'en ressort une fois par semaine. Tu vois le style de la dame? Tu vois le style de la dame? Elle est adorable, mignonne et gentille, mais je n'ai aucune raison de participer à son agitation perpétuelle, ni de jouer à l'imbécile sur une scène inconnue dans je ne sais quel quartier. Tout cela pour me faire connaître. Je n'y crois pas le moins du monde. Me voici donc, Gabriel, en cette intéressante situation aujourd'hui, lundi, à plus de midi maintenant. J'ai fait une longue lettre orale tout à l'heure à Léna, qui voulait mon avis sur ses soucis de vendredi soir. Maman m'a appelé, ce fut un bon moment. Je t'ai parlé de mes commentaires vocaux de ce matin sur les livres de Scylla. Je dois encore écouter la lettre de Pete qui m'attend sur mon ordinateur. Et maintenant, après ces multiples agitations liées à Actes Sud, à la création de mes recueils, à l'occasion du Salon du Livre, mon recueil de commentaires sur mes romans et celui des textes que j'ai lus en public, après toutes ces dispersions, j'aimerais pouvoir bricoler un peu. Le travail sur mes textes m'apaise. J'espère réussir à progresser aujourd'hui. Je ne sais pas quand je t'enverrai mon prochain chapitre. Je n'en suis qu'au tout début. Comment vas-tu, Gabriel? J'ai bien compris ton besoin de sortir de chez toi. Essaye d'aller à ton groupe de parole ce soir. Tu me raconteras. Mardi 14 janvier, 11h15, le lendemain. Bonjour, Gabriel. Je t'appelle pour le petit bonjour du matin. J'espère que ton groupe de parole s'est bien passé. Tu m'as parlé de René. Rappel, René était le mari de Gabriel. Ton analyse est passionnante et très juste, me semble-t-il. Tu comprends bien l'origine de sa souffrance. Ce serait magnifique s'il pouvait se montrer moins agressif, même si je crains qu'il lui sera difficile de changer. Je suis allée au cours de scénario hier soir. On a approfondi les personnages. Je n'étais pas captivée par ces exercices de style, superficiels à mon avis. Nous avons constitué des groupes de 4, les jeunes étaient charmants, mais je me sentais décalée. Nous devions ensuite terminer nos textes à la maison. Je m'y suis mise ce matin, j'ai terminé le pensum, je n'ai plus à y penser. J'ai lu Tiphaine Gérano dans le métro, sur le chemin du retour. Roland n'était pas couché, il ne parlait pas. Je lui ai proposé le début de La scandaleuse de Berlin de Billy Wilder avec Marlène Dietrich.
Le film était saccagé par la version française. J'ai commencé à couper les griffes de Tifou. J'avais commandé sur Internet l'objet adapté à cette activité toute nouvelle pour moi. Et j'ai découvert à mon grand affolement que je blessais le pauvre animal jusqu'au sang. Mais raccourcissement était exagéré. J'ai immédiatement arrêté, tu peux imaginer. Roland a été malade cette nuit, peut-être par ma faute. Je lui avais servi du poisson sorti du congélateur. Lui est évidemment convaincu que je l'ai empoisonné par négligence. Il me voit ainsi, insouciante, rapide et peu concernée par la vie matérielle. Je ne cesse d'y penser ce matin. Aux pattes du chien et aux poissons éventuellement indigestes. Roland doit avoir raison. Je ne suis peut-être qu'une femme pressée, maladroite et inconséquente. Il a hurlé aussi ce matin. Il ne trouvait pas le dentifrice. J'espère franchement, Gabriel, ne pas me précipiter pendant des jours et des jours dans un gouffre de tristesse. J'ai progressé depuis le temps où je restais anéantie par la plus insignifiante de ces irritations, jusqu'à 1 mois parfois. Ce n'était pas rare. Mais je suis blessée, encore, malgré tout, quand sa colère explose, car il me déteste réellement quand il crie. Il est habité alors par une irrésistible envie de me saisir à la gorge, de me frapper, de mordre. C'est l'évidence, je le sens ainsi. Je n'ai pas envie de voir Bory aujourd'hui. La rencontrer en tête-à-tête ne me réussit pas si bien. Je m'intéresse à ses écrits, à ses enfants, à son mari. La réciproque n'existe pas, ou bien si peu à ce qu'il me semble du moins. Diane ne sera libre que la semaine prochaine. Quant à Nino, je suis incapable de lui adresser le moindre signe. Je ne peux même pas lui envoyer un simple SMS. Je vais m'allonger. Je préfère accueillir la tristesse à bras ouverts, plutôt que d'essayer de la combattre. Je n'en veux pas à Roland, mais à moi-même. Je pourrais réagir autrement, plus calmement. Je ne vais pas rêver que Roland ne verse plus, à l'avenir, dans aucun mouvement de colère. Telle est la vie de couple, réelle au quotidien. Un dentifrice disparaît et les conséquences sont hors de proportion. Je suis une petite chose, ou bien je suis fatiguée peut-être, tout simplement. J'espère me retrouver, debout, demain, plus posée et courageuse. Pardonne-moi d'être si facilement à terre. Ma lettre bat franchement les records d'une incomparable joie de vivre. J'ai reçu hier un long message de Pete. Je l'ai écouté le soir, il reste optimiste, je suis contente pour lui. Il croit qu'il sera un jour un écrivain reconnu. Hier également, j'ai pu parler avec Jane. Je l'avais appelée pour décliner l'invitation de vendredi. Je pensais qu'elle ne répondrait pas et je m'apprêtais, en direct ou par répondeur interposé, à développer les tenants, les aboutissants d'une partie de ma vie, pour lui expliquer que non, ce n'était pas ma démarche, que de monter sur scène, comme elle me le proposait, devant une centaine de personnes. Mais vois-tu, Gabriel, j'avais compliqué l'affaire. À peine avais-je prononcé les premiers mots qu'elle m'interrompait avec son éternelle aménité joyeuse. Pas grave, Nine, me disait-elle, ne t'inquiète pas, aucune importance. Je crée des problèmes, Gabriel, de toutes pièces, là où il n'en existe pas. Scylla, la danseuse, m'a pas répondu. Je n'en suis pas blessée, je tends la main à des personnes que je rencontre et qui écrivent, et peu importe, au fond, si elles ne sont pas intéressées. Ma tristesse aujourd'hui a une autre origine, elle vient de la disparition, corps et biens, de mon énergie intérieure, à cause de ma maladresse ou des aspérités inévitables de la vie de couple. Tu connais mon refrain. Je ne vais pas lutter, je vais dormir. Je t'embrasse. Pardon pour cet état ennuyeux et déliquescent. Jeudi 16 mars, 10h30. 2 jours sont passés depuis le dernier mail. Me revoici, Gabriel, après les émotions d'hier soir. J'étais épuisée. Je me suis allongée sur mon lit et là, surprise inespérée, j'ai enfin retrouvé mon téléphone. Je l'avais tant cherché, je me sentais fourbue, comme si on m'avait frappée. Je ne parle pas à Roland en ce moment. Je n'ai rien à lui dire. Le temps qui passe nous est bénéfique. Nous nous aimons ainsi. Mes propos paraissent un peu benets, mais je les crois assez justes. Nous sommes ensemble, peu loquaces. Je lui dis le bonjour du matin, puis celui du soir, quand il rentre du travail. Nous nous croisons.
Nous nous adressons de gentils sourires, je lui sers ses repas, il n'a pas envie de m'écouter et j'attends patiemment nos futures conversations au restaurant. Et s'il m'arrivait malgré tout, Gabriel, après le restaurant, d'éprouver une impression de manque, si je trouvais notre rapprochement insuffisant, je pourrais toujours alors renouer avec les lettres orales ou écrites. Comme ce week-end, je m'étais isolée pour une question de titre, j'ai eu besoin de lui écrire. Roland est parfois contrarié, un dentifrice disparaît, la colère le submerge, mais il a ses raisons. Il est angoissé. Il pense aux examens de Simon. Son mémoire le préoccupe. Il trouve que de mon côté, j'ai la belle vie, légère et insouciante selon lui. Hier, une soirée football était au programme. Je me suis amusée avec mon téléphone, je ne l'avais pas encore perdu. J'ai peaufiné le texte de Pete. Son livre ne sera pas connu, mais je m'occupe ainsi comme j'irai prendre l'air ou comme je grignoterai des bonbons, je passe le temps. J'ai le téléphone bien en main, il est avec moi partout et à tout moment. Je gomme, je lisse, j'efface et j'amende les impropriétés formelles de ses écrits. Sa littérature, mon ami, ne concurrencera jamais, n'en doute pas, celle de notre grand Marcel Proust. Pitt évoque San Antonio quand il me parle de ses textes. Ce n'est pas faux. Il joue allègrement sur les registres de la vulgarité, de la trivialité, mais au-delà de son style blagueur et terre-à-terre, je perçois aisément sa personnalité généreuse et attachante. J'ai dormi ensuite, accompagnée par des rêves étonnants dont j'ai perdu la mémoire. Simon est parti ce matin, j'aurais aimé qu'il se rase. Il est un peu paresseux. S'il néglige de se raser pendant 4 jours, son apparence laisse, selon mon humble opinion maternelle, un peu à désirer. Je le lui dis de temps en temps sans insister, tu imagines. Il termine son stage chez Compta Conseil. Le travail ne le passionne pas. Les tâches confiées à un stagiaire sont rarement palpitantes. La saisie de données représente l'essentiel de son activité, mais il supporte, car l'ambiance est sympathique. Normal, me dit-il, et surtout dépourvu du snobisme ostentatoire qui lui avait déplu l'année dernière dans le 8e arrondissement. Il réfléchit avec son père sur le sujet de son futur mémoire qui devra être en lien avec son stage. Je l'aiderai pour la première partie relative à la présentation de l'entreprise. Simon a vu Arthur hier en fin d'après-midi. Il fut son grand ami, ainsi que celui de Marc, pendant des années. Arthur vit maintenant au Brésil, il est en vacances pour quelques mois à Paris. Il n'avait jamais d'argent dans le passé, la situation n'a pas changé, il vit chez Marc et Delphine pendant leur séjour à la montagne. Où ira-t-il ensuite? Le mystère est complet. Que te dire d'autre, mon ami? J'ai été bousculée hier par la perte de mon téléphone. Les problèmes matériels me minent, je me rétablis doucement. Je me prépare à m'habiller pour aller dans une boutique de photocopie. Roland m'a apporté hier les tirages de belles apparences. Je dois encore les relier, j'irai du côté de la gare de Lyon, puis j'enverrai le tout à Actes Sud, pour le résultat que tu connais. Mais j'aurai exploré jusqu'au bout cette piste, aussi improbable soit-elle. À quoi ressemblera la journée? Plutôt tranquille, j'imagine. Je ferai cuire des pâtes. Est-ce que tu évalues, mon ami, l'ampleur de cette tâche destinée à Simon? Je préparerai de la salade pour Roland. J'irai ensuite à l'atelier. En attendant, je tournerai dans la maison, je chercherai mon portefeuille. Je l'ai égaré, mais je devrais le retrouver. Je tournerai, je naviguerai, je bricolerai aussi. J'ai le sentiment que mon chapitre en cours est très particulier. J'aimerais te l'envoyer. Le travail sera cependant encore long jusqu'à la chute. J'ai envoyé ce matin une lettre complémentaire à Scylla. Elle avait répondu à mes questions. Je lis son journal de danse, je lui adresse mes questions, elle me répond ensuite. L'échange peut durer longtemps. La matière ne manque pas puisque ses livres auto-édités sont au nombre de 4. Elle est débordée, tout comme moi d'une certaine façon. Nous prendrons notre temps. J'ai rédigé ma lettre de questions ce matin. Elle me répondra quand elle le pourra. J'ai lu le chapitre hebdomadaire de Bori. Elle décrit son enfance cambodgienne
les crimes des Khmers rouges, ainsi que son exil forcé avec sa famille. J'ai commenté son texte par lettre orale, je vais lire le chapitre de Pete, et à l'instant je viens d'appeler maman. Je t'ai dit l'essentiel. Je dois réussir à bouger maintenant. J'ai du mal en ce moment à me lever et à m'habiller. Je me sens pesante et sans énergie. La lecture de Pete sera rapide. Il attend mes commentaires qui le réconfortent. Je vais donc commencer par son texte. J'irai ensuite photocopier mon livre, puis je tournerai dans la maison. Perçois-tu, Gabriel, mon impressionnante vivacité? Je suis encore ébranlée par la panique d'hier. Le calme me fera du bien. La tristesse se fait, fort heureusement, discrète, jusqu'au jour où elle reviendra, toutes affaires cessantes, toquer à ma porte. Je te disais tout à l'heure que Roland et moi ne nous parlions pas. Mais ce n'est pas grave, te précisai-je immédiatement, pas grave du tout. On s'entend bien et tout va bien. Et pourtant, mon ami, le fait d'insister sur ce point suppose probablement que l'équilibre établi entre nous ne doit pas être aussi stable que je veux bien l'affirmer. Roland est très silencieux en ce moment. Il est préoccupé. Je le comprends et je l'accepte. Aidé par mes deux bottes secrètes, que sont le restaurant et le répondeur. Mais si je t'en parle, mon ami, c'est parce que la vigilance est probablement indispensable. Notre vie nous convient, mais ne pourrait-elle pas d'un jour à l'autre basculer vers une autre situation moins sympathique, voire douloureuse? Je sens que notre équilibre actuel dépend d'une attention lucide, toujours en éveil. Je t'embrasse.